Donc, comme le dit le titre de ma session, comment effacer la frontière entre le physique et le virtuel pour amener le retail au prochain niveau, je vais rentrer dans le concret de ce qu'est le fait de mélanger le physique et le virtuel ensemble. Donc, juste pour une petite introduction, donc, je suis Jean-François Canetta, je suis le fondateur et CEO d'Augment. On fait de la réalité augmentée depuis 2011 et principalement de l'affichage d'objets de manière la plus réaliste possible dans le monde réel. Donc on a eu plusieurs retours d'investissement avec notamment Salesforce. On a une app qui a été téléchargée plus de 4 millions de fois sur iOS, Android, qui est Augment, qui est une des mieux notées sur le marché. Et on a des clients dans à peu près tous les domaines, y compris des Cdiscount, Coca-Cola, Leroy Merlin, Krups, Fnac. Donc on connaît assez bien le retail et on connaît aussi toutes les autres applications de la réalité augmentée. Et on a commencé à regarder aussi un peu la réalité virtuelle. Donc je vais pouvoir vous présenter un peu ce qu'on a vu et ce qu'on a expérimenté. Donc tout d'abord, quels sont les éléments à prendre en compte dans ce dont on va parler? Il y a un monde physique et un monde virtuel. Dans ces deux mondes-là, on a des endroits, donc ce que j'appelle des places. On a des objets et des personnes. Donc les endroits sont des endroits réels dans lesquels on se déplace. Par exemple, cet endroit-ci, ça peut être un magasin réel ou ça peut être son appartement. Dans cet endroit, donc, on a des objets, des produits qu'on va pouvoir prendre, des tables qu'on va pouvoir déplacer. Et on a des personnes qui interagissent avec ces environnements. Ça peut être un vendeur, ça peut être une personne à qui vous allez vouloir parler d'un objet ou un client. Vous avez la même chose dans le monde virtuel. Donc dans le monde virtuel, vous allez avoir des endroits virtuels, c'est-à-dire un magasin reproduit virtuellement, ça peut être votre appartement scanné en 3D reproduit virtuellement, dans lequel vous allez mettre des objets. Donc les objets virtuels peuvent être mis dans un monde virtuel ou dans un monde réel, et des personnes qui peuvent être des personnes réelles scannées et affichées dans un monde virtuel, ou des personnes virtuelles qui apparaissent dans le monde réel. Donc on a vraiment une interaction de tous ces éléments qui sont dans ces deux mondes séparés, le monde physique et le monde digital. Et aujourd'hui, il y a un gros gap entre ces deux mondes. Si par exemple, on était ici, on voulait amener deux autres personnes qui ne sont pas là et qu'on voulait les amener virtuellement dans cette pièce pour discuter d'un objet qui n'est pas là non plus, mais qui est présent dans un univers virtuel ou d'un espace virtuel, mais il n'y a aucun outil qui existe. On ne pourrait pas utiliser Skype, on ne pourrait pas utiliser un GoToMeeting. Il n'y a aucune façon facile aujourd'hui de venir mélanger le réel et le virtuel, quel que soit l'endroit d'où on se trouve et les personnes avec qui on veut parler. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est ça, c'est rendre le monde physique et le monde virtuel alignés, aplatir les différences entre les deux pour pouvoir les mettre sur un même plan. Donc pour ça, on a commencé par les produits, c'est-à-dire les objets qu'on peut venir placer dans un monde réel et visualiser. Pour ça, on a construit une plateforme. Et cette plateforme, elle va répondre à deux éléments, deux actions qu'on doit faire quand on veut visualiser des objets en réalité augmentée. Première chose, c'est importer les objets dans ce monde virtuel. C'est-à-dire comment on fait quand on a un objet physique ou un objet imaginaire pour l'amener dans ce monde virtuel et pour pouvoir ensuite le revisualiser. Et deuxièmement, une fois qu'on a cet objet qui est dans ce monde virtuel, comment on fait pour le visualiser? Donc comment on fait pour le rapatrier dans ce monde réel ou comment on fait pour le visualiser dans un monde virtuel? Si on s'arrête un peu sur chacun des façons de faire, on commence par le cas qui a l'air d'être le plus simple, c'est-à-dire si on a déjà des modèles 3D des objets. Donc souvent, ça va être le cas, on va avoir une agence de pub qui va avoir les modèles 3D des produits dont ils veulent parler. On va avoir un fabricant qui a des modèles 3D également du produit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces modèles 3D sont des objets qui sont faits pour du rendu du rendu photoréaliste. Donc ça va être des objets qui sont gros, qui sont compliqués, avec beaucoup de polygones, et qui vont être difficilement transposables à un mode réalité augmentée, là où on va avoir besoin d'objets qui vont être utilisés en temps réel. Donc c'est possible, mais la simplification de ces objets va être compliquée, va prendre du temps. La deuxième façon de faire, c'est si on a des fichiers CAD. Donc les fichiers CAD, c'est des fichiers qui sont utilisés par les fabricants pour pouvoir construire les objets. Et dans ce cas-là, on va vouloir les simplifier encore plus. Et
venir les rendre plus beaux, plus jolis, parce qu'un fichier CAD en général c'est assez moche, il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de rendu réaliste. Donc là, on va avoir besoin d'intervention humaine. Et au final, on s'est rendu compte, à force de tests et d'essais, que le plus simple, c'est encore de partir de photos du produit et d'avoir un humain, un artiste, qui va venir modéliser le produit et le transposer en fichier 3D, photoréaliste et temps réel. On a aussi essayé le scan, donc c'est-à-dire on part d'objets réels, on va faire de la photogrammétrie, donc on va placer des appareils photo ou des scanners 3D pour récupérer un modèle 3D de cet objet et le transposer directement dans le monde virtuel. Le problème, c'est que le scan ne marche pas du tout pour tous les produits. Donc si par exemple on prend une bouteille et qu'on essaie de la scanner, vu qu'il y a de la réflexion, de la réfraction, que c'est transparent, le modèle 3D final va être de mauvaise qualité et ne va pas permettre d'avoir un modèle qui va bien marcher en monde virtuel. Pareil si on a un objet constitué de verre, constitué de chrome. Donc tous ces éléments-là font que l'objet va être transposable difficilement dans ce monde virtuel. Deuxième problème du scan, c'est si on va avoir un produit avec plusieurs configurations, ben le scan va fournir une photo, une texture de l'objet, mais ne va pas fournir un objet qui va pouvoir être modifiable ou configurable facilement. De la même façon, si vous partez d'un objet, par exemple un coffre que vous voulez pouvoir ouvrir et fermer, si vous scannez ce coffre, ben vous allez perdre toutes les possibilités d'animation, de scan ou de visualisation avancée. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la technique, la méthode la plus simple pour passer d'un objet réel à un objet virtuel, c'est d'utiliser des photos et d'avoir un humain qui va modéliser le produit de manière optimisée et configurable et de le passer dans un monde virtuel. Ce qui veut dire que ça va être coûteux et ça va être cher de faire tous ces modèles-là. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est que s'il y a 5 retailers qui doivent montrer 5 fois le même produit, ils aient besoin de reproduire 5 fois le modèle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé les modèles 3D à travers tous les retailers et à travers tous nos clients pour qu'à partir du moment où il y a un modèle 3D qui est utilisé, on n'ait besoin d'une fois la modélisation. Donc en gros, on reproduit le monde réel dans ce monde virtuel avec un rapport 1-1 entre les modèles et les produits. Pour que ça ait du sens et pour que ça marche, il faut qu'il y ait un large volume et un grand nombre de retailers qui intègrent le système. Donc aujourd'hui, on a intégré chez Leroy Merlin, chez Decathlon, chez Fnac, chez Cdiscount, Manutan, King Jouet. Ce qui veut dire que quand on va avoir un des fabricants qui va mettre son modèle 3D sur notre plateforme, le modèle 3D va être utilisé à travers plein de retailers différents. Donc plus on a de retailers, plus ça va être intéressant pour ces marques de mettre leurs produits parce qu'ils vont avoir le plus d'usage possible. Donc aujourd'hui, on a des clients comme Microsoft, Lego, Bose ou Panasonic qui mettent leurs produits chez nous et qu'on va redistribuer à travers tous ces retailers. L'autre partie de cette visualisation, c'est la visualisation en elle-même. Donc comment vous reproduisez le modèle 3D dans le monde réel. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Par exemple, si on prend l'application de la Fnac que vous pouvez télécharger sur iOS. Imaginons on veut s'acheter une cafetière. Étant donné que la cafetière est disponible sur notre plateforme, l'application de la Fnac va immédiatement montrer un produit, un bouton, voir le produit en 3D. Et en tant que client, si vous avez juste une photo, c'est assez compliqué de se rendre compte de la taille de ce produit, de ses caractéristiques et de la façon dont ça va s'intégrer chez vous. À partir du moment où vous avez ce mode de réalité augmentée disponible, on va pouvoir avoir une connaissance de l'environnement. Donc c'est-à-dire que là, l'appareil scanne l'environnement et détecte les surfaces et on place la cafetière dans cet environnement réel. Donc là, comme vous pouvez le voir, on la voit. On la voit en taille réelle, on va pouvoir tourner de tous les côtés, on va pouvoir la déplacer, la mettre un peu plus loin, plus près. Et étant donné que la cafetière est disponible à l'échelle en taille réelle, ben, le client va immédiatement comprendre ce que ça fait. Et donc, pour avoir cette fonctionnalité et cette expérience,
Ce que l'application doit savoir, c'est où se trouvent les différentes surfaces, quelle est la distance entre la surface et la caméra, et quelle est la taille du modèle. Une fois qu'on a mis tous ces éléments ensemble, on voit que le produit apparaît en taille réelle et dans l'environnement réel. Et en fait, ce qui se passe en réalité ici, c'est qu'on vient de mapper, donc d'aligner un monde virtuel sur un monde réel. Et le monde virtuel, là, c'est une simple surface transparente avec un objet 3D dans cette surface. Donc, hop, on voit ma main, voilà. Donc, retenez bien ça. Là, ce que vous voyez, c'est un monde virtuel mappé sur un monde réel, le monde virtuel étant un simple objet. Maintenant, si vous vous rappelez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, le deuxième élément, c'est les endroits, donc les locations, les endroits. Là, ce que vous allez pouvoir voir, c'est comment le système peut acquérir une connaissance d'un endroit de manière très précise. Parce que l'expérience que je vous ai montrée sur Fnac, ça ne détectait que la surface. Donc c'est-à-dire que ça peut détecter plusieurs surfaces et ensuite poser des objets sur les surfaces, mais ça n'a pas une connaissance intrinsèque du monde. Grâce à des capteurs de profondeur ou grâce à de la reconstruction, on va pouvoir avoir une connaissance beaucoup plus fine de l'endroit. Donc venir scanner l'endroit, venir en détecter les surfaces, venir en détecter toutes les spécificités. Et une fois que ce travail est fait, que ces surfaces sont détectées, en fait, on se retrouve avec un double du monde réel qui devient un monde virtuel, dans lequel on a la connaissance des surfaces, la connaissance des distances. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez acheter une télé, vous allez pouvoir savoir la distance qu'il y a entre la télé et le canapé pour trouver la taille idéale. Vous voulez acheter des nouveaux rideaux, l'app va connaître exactement la taille des rideaux. Donc dès qu'on étend la connaissance du monde réel à beaucoup plus d'éléments que simplement les surfaces, on voit que ça démultiplie les informations et les expériences qu'on peut faire. Imaginez, vous voulez acheter un miroir. Si vous avez cette connaissance dans l'environnement, vous pouvez simplement dire à l'application « Je veux acheter un miroir et je veux que le miroir fasse cette taille-là ». Et immédiatement, il va pouvoir filtrer les milliers ou les millions de produits disponibles pour ne conserver que les quelques produits qui vont rentrer dans cet élément précis. Il y a une tendance aujourd'hui qui se passe dans le retail, c'est l'omnicanal et c'est la marketplace. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1000, 2000 ou 3000 produits disponibles, on va avoir 50 000 ou 1 million de produits disponibles. Donc la réalité augmentée et la connaissance du monde réel et sa matérialisation en monde virtuel va permettre de filtrer ces millions de produits pour ne garder que les quelques produits qui vont fonctionner dans cet environnement virtuel. Et cette connaissance va permettre aussi d'avancer une expérience d'achat sur des objets plus complexes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter un vidéoprojecteur par exemple, mais c'est un achat qui implique de connaître des distances, de connaître les focales du vidéoprojecteur, de connaître les calculs de projection, de taille de mur d'écran projeté. Grâce à la réalité augmentée et grâce à la connaissance de l'environnement et le mapping de l'environnement virtuel, on va pouvoir dire qu'on veut mettre un vidéoprojecteur sur ce mur-là, on veut qu'il projette un écran sur ce mur-là, on va pouvoir ajuster la taille de l'écran, la déplacer précisément, et instantanément, l'application va pouvoir dire, ben voilà le vidéoprojecteur qui permet de projeter cette taille d'écran à cette distance-là. Et il va même pouvoir vous donner le plan de l'endroit exact où il faut fixer votre vidéoprojecteur pour que vous ayez l'écran à la position voulue. Et si vous transposez ça avec des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire que vous allez même pouvoir montrer les trous qu'il faut percer pour fixer sur le mur le vidéoprojecteur et les percer directement avec votre perceuse sans avoir besoin de passer par une étape où vous allez mesurer des choses, mettre des croix et autres. Donc le scan que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un scan qui avait été fait avec un capteur structure sensor, donc qui est un capteur de profondeur qu'on fixe sur un device. Aujourd'hui, ces capteurs ne sont pas encore disponibles de manière étendue dans les devices. Il y a eu une tentative de Google avec Tango d'avoir un équipement de tablette avec des capteurs de profondeur, mais ça n'a pas pris parce que ça demandait trop de modifications aux constructeurs et ça entraînait une dépense énergétique trop importante, donc il faisait que la batterie mourait très vite. Mais grâce à deux innovations assez récentes, c'est-à-dire le fait que maintenant il y ait
la plupart du temps 2 caméras sur les devices et grâce au deep learning, on a des possibilités de venir recréer le monde réel avec ces informations de manière très précise. Il y a une plateforme par exemple qui s'est lancée en bêta il n'y a pas très longtemps qui s'appelle 6D.ai qui a justement comme mission, qui s'est fixé comme mission de pouvoir reconstruire le monde et le mapper très précisément, simplement avec les devices qui sont existants aujourd'hui et avec les caméras existantes. Mais on ne perd pas espoir d'avoir des capteurs de profondeur qui vont arriver dans les devices sous peu. Et d'ailleurs, dans les iPhone 10, il y a déjà un capteur de profondeur. C'est juste qu'il est placé du mauvais côté. Il est placé pour vous regarder vous. Ce qui est bien pour débloquer le téléphone, mais ce qui est un peu compliqué pour scanner une pièce. Ça marche, il y a eu des tentatives, mais bon, vous ne voyez pas l'écran, donc en termes de retour visuel, c'est pas pratique. Et la portée est d'environ 40 cm. Donc, Apple travaille certainement sur un moyen de mettre ce capteur de l'autre côté. Il y a des problèmes à régler, comme par exemple la précision à longue distance ou la consommation. Ce sera peut-être dans les iPhones de cette génération-ci, peut-être dans la prochaine génération. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir intégrer cette information parce que ça permet de débloquer tellement d'informations et ça permet d'avoir des vraies expériences collaboratives multijoueurs qu'on imagine mal qu'ils laissent ça de côté. Donc troisième élément, les gens. Donc là, on a vu qu'on prenait des objets, qu'on mettait ces objets dans un monde virtuel, qu'on les remappait sur un monde réel, qu'on scannait le monde réel pour le transformer en virtuel. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange tout ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on met des objets virtuels dans un monde virtuel, mappé avec un monde réel, avec des gens réels, qui interagissent sur un monde virtuel et qui se reprojettent sur un monde réel ? Ça peut donner ça. Imaginez, vous avez une personne qui veut acheter un poêle à bois pour sa maison. Grâce à la réalité augmentée, elle va tester le poêle à bois, elle va voir à quoi ça ressemble, elle va être contente, mais elle ne va pas vraiment savoir si c'est la bonne solution ou s'il y a besoin de plus de connaissances pour le faire. Donc elle va appuyer sur un bouton d'aide et là instantanément un vendeur va prendre un casque de réalité virtuelle et va se retrouver à l'intérieur de l'environnement du client, dans la pièce. De son côté, le client voit le vendeur en face de lui. Donc là, ils sont dans un espace partagé et ils vont pouvoir discuter sur les meilleures options. Donc le vendeur est dans l'espace virtuel du client, le client est dans son espace réel et voit le vendeur qui est dans l'espace virtuel, et les objets virtuels sont affichés dans le monde réel. Ainsi, les deux sont capables d'avoir une discussion cohérente et une compréhension des contraintes de chacun. Donc on voit là que le vendeur peut placer un élément virtuel dans le monde réel qui va parfaitement se mapper et va pouvoir apporter des informations supplémentaires. Par exemple, va pouvoir dire le câblage à faire sur votre mur va être de cette façon-là. Vous pouvez également placer un interrupteur à cet endroit-là et vous pouvez connecter ça à votre poêle à bois pour le contrôler grâce à un thermostat centralisé. Et tout ça est possible et est précisément fait parce qu'il y a cette connaissance partagée du monde réel et du monde virtuel par les deux intervenants. Donc vous vous rendez compte que quand on arrive à mélanger les personnes réelles avec des objets virtuels, dans des endroits réels, avec des personnes virtuelles, des objets réels et des endroits virtuels, on arrive à une combinaison qui est super puissante et qui fait qu'il n'y a plus vraiment de différence entre une personne qui est en magasin, une personne qui est chez elle, qui parle à un vendeur qui est en magasin ou un vendeur qui n'est pas en magasin, avec des objets qui sont en magasin ou qui ne sont pas en magasin, ou qui sont chez elle ou qui ne sont pas chez elle. Toutes les frontières s'effacent et on arrive à une expérience vraiment omnicanale et vraiment fonctionnelle. Ça semble peut-être un peu fou, parce qu'on dit qu'il va y avoir plein d'autres technologies dont on va avoir besoin pour que ça marche. Mais si on regarde les smartphones ou les téléphones, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, imaginez le gap entre ça et ce qu'on a aujourd'hui, qui peut même tenir sur une montre et qui fonctionne de manière connectée à 100% avec l'intégralité des informations disponibles, alors même qu'à l'époque de l'invention des smartphones, Internet n'existait pas ou était balbutiant. C'est pas si compliqué d'imaginer que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ait tous une connexion permanente avec un monde virtuel qui est mappé sur le monde réel et qui nous permet d'interagir avec des personnes qui sont là ou pas là.
et qui peuvent même être réels ou complètement virtuels. C'est-à-dire on peut imaginer un chatbot qui n'est plus un chatbot, mais qui est une incarnation virtuelle d'une personne réelle qui parle pour elle et qui se retrouve chez vous pour discuter, pour vous donner des informations à partir des connaissances qu'elle a de votre environnement. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour passer d'un objet réel à un objet virtuel, ça marche. On sait quoi faire, on sait comment le faire. Un des problèmes, c'est que c'est encore cher. Ça coûte cher d'avoir une personne qui va modéliser un produit et qui va en faire un objet virtuel. C'est-à-dire que c'est pas facile aujourd'hui de se dire qu'on va modéliser 5, 10 ou 15 millions de produits et de les intégrer dans le monde réel. Et je rentre pas encore dans les problématiques liées à la modélisation de vêtements ou à la modélisation d'objets qui sont personnalisables à 100%. Sur les endroits, on arrive aujourd'hui de manière prototypaire à scanner une pièce et à la placer en virtuel. C'est pas encore à 100% fonctionnel, la précision n'est pas encore idéale, mais on arrive à le faire. À partir du moment où les capteurs de profondeur seront disponibles dans les téléphones, ça sera quasiment acquis qu'on pourra scanner une pièce en quelques secondes, la projeter, la mapper dans le monde virtuel et venir la retrouver dans un monde réel. Pour les gens, pour l'instant, c'est encore une fois prototypaire, donc ça marche comme vous avez vu dans la vidéo, mais on n'a pas encore de moyens fiables pour avoir une personne virtuelle dans le monde réel représentée de manière parfaite et de passer cette uncanny valley, donc d'avoir l'impression que c'est vraiment une vraie personne à qui on parle. Et notamment, une des limitations que vous avez vues dans la vidéo, c'est que si la personne est dans le monde virtuel, elle a son casque de réalité virtuelle. Donc vous, quand vous la voyez dans votre pièce, ben, elle a un casque de réalité virtuelle, ce qui casse un peu la communication. Donc Google a fait des expérimentations pour faire virtuellement disparaître le casque virtuel pour voir le visage, mais ce n'est pas encore au niveau qu'il faut. Donc voilà, donc des éléments sont présents, il reste à les mettre ensemble, les matcher, les mapper et avoir toutes les technologies qui fonctionnent ensemble de manière multiplateforme. Donc les challenges pour arriver là sont encore immenses, mais on y arrive progressivement et surtout la chose importante à retenir, c'est qu'aujourd'hui déjà, vous avez le démarrage de cette révolution qui est intégré dans des apps qui existent. Donc si vous allez dans l'app de la Fnac, dans l'app de Cdiscount, dans l'app de Bricomarché, de Decathlon, ben vous allez déjà pouvoir commencer à avoir les prémices d'apporter des objets virtuels dans le monde réel. Et maintenant, à partir de ça, ben il faut construire dessus pour réajouter tous les nouveaux usages et progresser dans cette évolution technologique jusqu'à ce qu'on arrive à la vision de peut-être Ready Player One, où tout le monde va pouvoir interagir quel que soit l'endroit où il se trouve. Voilà, donc, si vous avez des questions, je pense qu'on peut en prendre 5 minutes de questions. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez tester les différentes applications, les télécharger et expérimenter. Est-ce que vous avez des questions du coup? Moi j'ai quand même une question. Ouais. Du coup, là ce que tu montres c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que, même question que sur la table ronde, dans 20 ans, pour toi, ça va ressembler à quoi acheter un produit? Dans 20 ans, ça va ressembler à... En fait, ça va ressembler à ce qu'on veut que ça soit en tant que personne. C'est-à-dire, si on veut être dans un showroom virtuel, on va pouvoir... Une des limites de la réalité augmentée, par exemple, c'est que si vous voulez acheter un canapé, c'est difficile de comparer 50 canapés ensemble parce que votre salon ne permet pas de stocker 50 canapés. Donc, vous allez peut-être vouloir commencer par scanner votre environnement, mais de toute façon, dans 20 ans, votre environnement sera déjà scanné et sera toujours disponible en permanence dans votre poche, où que vous soyez. Donc, partir de votre environnement, dire que vous voulez mettre un nouveau canapé dans cet espace-là, rentrer dans un showroom virtuel qui aura été adapté en fonction du style de votre maison et de la place disponible. Donc vous allez voir que les canapés qui peuvent rentrer dans cet endroit-là, présélectionner quelques canapés et revenir dans le monde réel où vous allez revoir votre canapé réel à l'endroit. Appuyez sur un bouton pour avoir un décorateur d'intérieur qui arrive chez vous et qui vous donne son avis sur ce que vous allez choisir. Décorateur d'intérieur qui peut être virtuel, qui peut être un chatbot qui a la connaissance de quelle est la déco, quel est le design, ou qui peut être une personne qui est chez elle au fond de la Creuse et qui est en virtuel chez vous. Et ensuite, commander le canapé, instantanément avoir votre canapé existant qui est mis en vente en seconde main sur le vrai scan de votre vrai canapé que quelqu'un va pouvoir tester. Et le lendemain, il y a un livreur qui vient vous déposer votre nouveau canapé, reprendre l'ancien qui va aller livrer à la personne qui a acheté votre canapé seconde main.
Tout ça de manière complètement fluide et sans qu'à aucun moment vous ayez eu de perte de fluidité dans l'achat et de perte de confiance. Donc à aucun moment vous avez douté en vous disant non, c'est pas le canapé adapté ou non, ça va pas rentrer parce que tous les éléments étaient pris en compte dans le parcours d'achat. Ouais, donc il n'y a plus de magasin, quoi. Si, parce que vous pouvez aussi être en train de vous balader dans une galerie commerçante, rentrer dans un magasin, voir un canapé qui vous plaît à fond, et d'un coup vous reprojetez chez vous et swapper votre canapé existant par le canapé que vous venez de voir vous asseoir virtuellement chez vous dans le canapé dans lequel vous êtes réellement assis, et pouvoir avoir cette expérience de ce que ça donnerait de l'avoir chez vous de manière réelle. Donc oui, ça marche aussi. Et peut-être avoir quelqu'un, imaginez, vous êtes dans le magasin, vous avez un coup de cœur, votre compagnon, compagne est à la maison, ben vous l'invitez dans le magasin et vous discutez ensemble dans l'environnement virtuel pour vous, réel pour elle, avec ce canapé qui pour vous est réel mais qui pour elle est virtuel. Donc voilà, ça va avoir un mix complet. Donc le magasin a encore du sens, mais c'est juste qu'il n'y aura plus de barrière entre le magasin, chez vous, ce qui se passe. Ouais. Oui, du coup, tu parlais de l'évolution des téléphones. Du coup, là, sur quel device on sera dans 20 ans? Est-ce qu'on aura encore des tablettes, encore des téléphones? Pour moi, dans 20 ans, on sera même dans 10, on sera sur des lunettes de réalité augmentée. C'est encore difficile pour les gens de s'imaginer de porter des lunettes s'ils n'en ont pas, ou de porter toute la journée un écran sur les yeux. Mais en fait, quand on essaye ça, ou qu'on se plonge dedans et qu'on réfléchit vraiment aux façons d'utiliser ou au workflow qu'on a quand on a des lunettes de réalité augmentée, on se rend compte que c'est tellement 1000 fois mieux que d'utiliser une tablette ou un smartphone qu'en fait, il n'y a pas de raison de le faire. Je prenais l'exemple du vidéo proche qu'on venait fixer. Par exemple, à la maison, j'avais testé avec mes HoloLens, je devais fixer 4 cadres photos chez moi. Je ne savais pas où les placer. Donc j'ai pris mes HoloLens, j'ai modélisé les 4 cadres et je les ai placés en virtuel sur mes murs. Pendant ce temps, ma copine avait la tablette sur laquelle ce que je voyais était reproduit et pouvait dire non, bouge-le un peu à gauche, un peu à droite. À un moment, tout était placé. Bon, idéalement, elle aurait dû aussi avoir un HoloLens si on aurait partagé, mais bon, j'avais pas 2 HoloLens sous la main. Et quand on était d'accord sur le positionnement des tableaux, j'ai juste pris mon marteau et mon clou et j'ai juste cloué aux endroits où je voyais les tableaux virtuels. J'ai placé les tableaux et c'était fini. Donc de la même façon que vous allez aujourd'hui dans Keynote aligner 4 photos ensemble et valider, bah, vous pourrez le faire dans le monde réel. Et ce genre d'expérience, c'est un tout petit exemple, mais toutes les interactions que vous avez avec le monde réel sont améliorées quand vous rajoutez du digital dessus. Donc la contrainte de porter des lunettes est super faible par rapport aux bénéfices que vous en retirez.